La parole est à Monsieur Vigier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Moi, en prenant la parole à cette tribune, moi je suis un libéral depuis longtemps, ce qui me guide, c'est l'efficacité. Ce qui me guide, c'est de savoir si on va prendre une décision stratégique déterminante pour le pays ou pas, et savoir si ou non on aura tiré les leçons du passé. Alors, je vais rebondir sur quelques arguments qui ont pu être avancés par nos collègues. Le premier, Monsieur le Ministre, vous me connaissez, je suis libéral, et que vous ayez le souhait de vouloir désendetter la France, on ne peut pas dire le contraire. Combien de fois à cette tribune, j'ai expliqué qu'il fallait sortir de ce vide abyssal dans lequel nous étions, ce puissant fond qui continuait de se creuser avec ces dettes publiques. Mais vous dire aussi, Monsieur le Ministre, que pourquoi ne pas avoir pris à ce moment-là un véritable véhicule législatif, comme l'avait fait à l'époque Édouard Balladur, et on regardait ce qu'on pouvait privatiser et non privatiser. Parce que vous m'auriez proposé aujourd'hui de privatiser Renault, mais pourquoi pas? Est-ce que oui ou non le rôle stratégique de la France dans Renault est autant présent qu'on veut bien l'imaginer? Pourquoi garder cette participation minoritaire? Au nom de quoi? Et pourquoi on n'en a pas parlé aujourd'hui? Même raisonnement pour Air France. Il y a 15 jours, vous avez demandé à votre collègue de venir en catastrophe vous rencontrer, et vous avez bien fait. Quand on a vu que les Néerlandais, secrètement, prévenus 48 heures avant, nous disent « on va reprendre une participation ». Mais est-ce que oui ou non, c'est stratégique que la France, que l'État soit comme il l'est dans le capital d'Air France, sachant que les administrateurs sont là, et on ne peut pas dire que l'efficacité soit au rendez-vous à tout instant. Pour Aéroport de Paris, c'est un autre sujet. Et je me souviens, je n'étais pas encore député, mais en 2006, vous voyez, on avait monté une association lorsque la privatisation des autoroutes était arrivée. Et Charles de Courson a parlé d'or en expliquant qu'à l'époque, il était avec nous, François Bayrou d'ailleurs qui présidait cette association, en expliquant qu'on allait vendre les bijoux de la famille. C'est vrai qu'il n'y avait pas de dette. Et moi, j'ai regardé depuis comment a évolué la concession qu'on a donnée aux autoroutes. J'ai vu comment votre collègue Elisabeth Borne a dû ferrailler début janvier, au moment des Gilets jaunes, pour dire sur les abonnements domicile-travail, faites un effort. Et je peux vous dire, Monsieur le Ministre, que lorsque vous demandez une sortie d'autoroute supplémentaire, un élargissement, ils vous disent quoi? Ils vous disent allonger la concession. Ils vous disent on veut une meilleure rentabilité. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Et que les 12 ou 13 milliards de l'époque, cher Nicolas Forissier, ça serait combien aujourd'hui pour les racheter? Combien faudrait-il mettre au pot? Donc la décision qu'on va prendre au-delà de cette loi Pacte, Monsieur le Ministre, qui apporte, je vous le dis, pour le financement de l'entreprise, avec les deux réserves que fait Nicolas Forissier, notamment sur la transmission d'entreprise ou sur les fameux seuils à 50, et je le rejoins complètement, mais on a déjà depuis de longues années mené ces combats. Nous ne sommes pas arrivés, c'est tout au long de la loi Macron, on a essayé également. Mais vous dire qu'au-delà de l'aéroport de Paris, est-ce que oui ou non c'est efficace? C'est une machine à cash, tout le monde l'a dit. Est-ce que oui ou non, cette entreprise va avoir un développement important dans les prochaines années? Oui, parce que le trafic aérien se développe. Nul ne peut dire le contraire. Et s'il y a une entreprise pour laquelle on a des perspectives extraordinaires, vous m'accorderez bien que c'est le transport aérien. Et puis, quand j'entends le mot concurrent, je dis à l'oratrice qui m'a précédé, est-ce que pour autant le fait que l'État soit majoritaire dans ADP, ça a été un problème pour qu'il y ait 14 plateformes mondiales dans lesquelles nous soyons présents? La réponse est non. Et moi, ce qui m'inquiète, et on doit tous le savoir et l'avoir en tête, mes chers collègues, c'est qu'avec une concession pour 70 ans, je n'ai pas dit privatisation, combien voudra l'entreprise dans 70 ans? Jamais il y aura les voyages retour. En clair, on va concéder, on n'aura jamais les moyens avec l'État français de reprendre la main sur cette affaire-là si jamais l'exigence, et naturellement, faisait qu'il faudrait que nous prenions à nouveau en main le destin de l'aéroport de Paris. Donc, ayons en tête, au moment où il y a ce débat, c'est que si concession il y a, 70 ans après, il n'y aura pas, évidemment, le retour dans l'escarcelle de l'État. Nous ne pourrons jamais nous l'offrir et on doit le dire naturellement à la représentation nationale. Deuxième sujet, Monsieur le Ministre, vous avez dit dans une émission, et vous avez raison, on va vendre quelques bijoux de famille pour fabriquer les joyaux de la couronne. Ah, c'est une très belle phrase. Je la reprends volontiers, mais franchement, disons-nous les choses les yeux dans les yeux. 300 millions d'euros pour financer un fonds de transformation de rupture, mais de qui se moque-t-on? Mais c'est rien.
On mettrait 20 milliards sur la transition écologique, sur des fonds d'investissement dans les énergies renouvelables, dans la nanotechnologie, dans les biotechnologies, là où nous sommes en train de prendre un retard considérable. Regardez ce qui se passe dans l'industrie des médicaments, où les Indiens sont en train de tout prendre comme part. Moi, on mettrait cette somme-là. J'aurais plus de compréhension d'une somme récupérée par des privatisations avec une vision purement stratégique. Quand vous avez des start-up qui cherchent quelques financements, ce n'est pas la BPI qui arrive. C'est ces fameux PIA3. Et je fais partie de ceux, Monsieur le ministre, qui ont monté un programme PIA3. Et je sais les difficultés pour le monter, pour le mobiliser, pour faire en sorte que dans le temps, il puisse être au rendez-vous de l'efficacité. Et si je vous dis cela, c'est que cette entreprise qui est une machine à cash, qui a une très belle perspective, qui peut très bien, dans le cadre dans lequel elle est, continuer sur le champ de la concurrence et, dans les prochaines années, bénéficier de parts de marché considérables, pourrait très bien continuer sa route. Et si vous avez besoin de vous désendetter, utilisez Renault, utilisez Air France, utilisez d'autres entreprises dans lesquelles nous avons des parts minoritaires et dans lesquelles l'État ne joue aucun rôle stratégique. Nul ne pourra dire le contraire. Aucun rôle stratégique. Jean-Luc Mélenchon n'est pas là, mais c'est dommage, mais les propos lui seront rappelés. Il était ministre d'un gouvernement entre 2000 et 2002, et j'ai eu la curiosité de regarder avec quelques collègues. Il y avait eu même des privatisations qui avaient été faites. Donc, moi, vous savez, je n'ai pas de logique absolue. Ce que je veux simplement dire, c'est que ceux qui nous avaient expliqué que les nationalisations à 100%, c'était extraordinaire en 1981. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait 50% plus une. Que tous ceux qui ont dit qu'ils ne privatiseraient pas l'ont fait également. Donc là-dessus, il faut être pragmatique. L'affaire des autoroutes a montré, Monsieur le ministre, qu'on doit tenir compte du passé. Deuxième mot, pour ne pas être trop long, c'est quelles sont les garanties? Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas opposé par principe. C'est qu'est-ce qu'on met dans le panier de la mariée derrière? J'ai parlé de ces contreparties pour les autoroutes et vous le savez très bien, ce que j'ai expliqué, les investissements complémentaires exigent souvent des modifications des contrats. Et l'ARAFER est souvent impuissante quand on regarde l'évolution de ces contrats. Mais prenons par exemple le problème du bruit, qui a été le problème de l'altération de la santé, très bien posé par notre collègue François Pupponi dans son département. Le bilan des RPARIF tel qu'il est sorti, des bruits-parif, pardon, appelle à bien réfléchir à mes chers collègues, parce qu'on sait qu'en matière de santé publique, il y a, avec notamment les problèmes de bruit, vous savez qu'il y a les maisons de l'environnement, une participation de l'État, une participation d'ADP, quelle sera-t-elle dans le temps? Les riverains, avec les zones noires que l'on voit autour de l'aéroport de Roissy ou de l'aéroport de Paris, Orly, eh bien, eux ont une espérance de vie qui est plus courte. Si vous doutez de ce que je vous dis, le rapport est disponible. Quelle garantie dans le temps? Comment fera-t-on? Qui assurera qu'en termes de santé publique, qui est un danger considérable, vous voyez, en commission des affaires sociales, on est sur la loi santé. Et on vient de parler de prévention. Puisqu'on parle de prévention, les problèmes de plan d'exposition au bruit et de prévention en matière de santé sont strictement majeurs. Donc, quelle garantie avons-nous? Est-ce que ou non l'évaluation de Charles de Courson vous a posé cette question? L'ensemble des infrastructures, de tous les actifs, ont bien été valorisés comme ils le doivent. Quelles sont les garanties sur le contrat? C'est un peu ce qu'a dit Éric Woerth tout à l'heure. Donc, vous voyez, Monsieur le ministre, dans mon propos, ce n'est pas d'être frontal, c'est de dire est-ce que oui ou non c'est efficace? Je ne le pense pas. Les garanties sont-elles suffisantes à l'heure où je vous parle? Non, à mes yeux. Votre fonds de rupture et de stratégie d'investissement, qui est un très beau fonds, il est insuffisamment alimenté et il ne faut pas nous sortir voilà, je vends, je privatise, donc comme cela je l'alimente. Ça ne tient pas malheureusement la route une demi-seconde. Enfin, dernier mot sur la concurrence. Vous voyez, il y a des moments où il y a des belles rencontres, puisque, regardez Orly. Il y avait Orly Sud et Orly Ouest. À l'heure où je vous parle, c'est Orly 1, 2, 3, 4. Est-ce que l'aéroport de Paris a été dans l'incapacité d'investir? Je pose la question. Et puis, je termine avec un dernier mot, et tous les députés d'Île-de-France vont comprendre en une seconde ce que je veux dire. Demain, l'aéroport de Paris est transféré à des opérateurs privés. Parfait. Les 30 milliards, 35, 40 milliards, Gilles Carrez n'est pas là, c'est lui qui a été à la manœuvre pour voir comment on trouvait des financements de toutes les infrastructures du Grand Paris. Seront-elles assurées dans les mêmes conditions? Trouvera-t-on des financements complémentaires? Or, on sait très bien qu'un aéroport non connecté est un aéroport qui ne marche pas. Or, là, c'est l'État qui porte avec les collectivités. Demain, privatisé, qu'est-ce qui se passera quand on connaît le retard sur les chantiers du Grand Paris? Et quand je parle de retard, c'est un retard abyssal. Eh bien, quelle garantie avons-nous? Il n'y a pas de bel aéroport qui ne soit pas complètement relié. Et cela, ça sera un échec d'aménagement de territoire, un échec en termes d'emploi et un échec vraiment stratégique pour la France. Nous avons la volonté, Monsieur le ministre, vous et nous,
d'avoir une vision stratégique. Je ne pense pas que cette privatisation soit une vision stratégique. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est